Ensuite, nous avons, toujours dans les capitaux propres, les provisions réglementées. Ah. Alors là, les provisions réglementées, encore un bonheur, puisque c'est de la fiscalité, donc c'est la joie, l'allégresse, merveilleux. Donc il s'agit de provisions d'ordre fiscal, d'accord ? Et notamment, parmi ces provisions réglementées, il y en a une catégorie dont nous reparlerons lors des écritures d'inventaire. Je ne peux pas rentrer dans les détails, sinon je vais vous noyer. Et ce n'est pas le but du jeu pour l'instant, je vous noierai plus tard, mais pour l'instant, je vais quand même vous laisser vivre encore un petit peu. Donc, il s'agit notamment des amortissements dérogatoires en français, donc qui dérogent. Qui dérogent à quoi ? Qui dérogent au droit commun. D'accord ? Donc, ce sont des provisions, notamment liées à la fiscalité. Nous verrons ça quand nous verrons le cours que j'ai fait rien que sur les amortissements, où on va y passer des semaines et des semaines. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les provisions pour risques et charges. Alors, les provisions pour risques et charges, attention, ce n'est plus dans la partie capitaux propres, c'est dans une autre partie qui s'appelle les provisions pour risques et charges. Là aussi, ce sont des provisions d'ordre fiscal, donc pas d'ordre comptable, mais d'ordre fiscal, et elles ont, si vous voulez, la nature de dette potentielle. Alors ça aussi, on verra ça, bien sûr, en long, en large, en travers, lors des écritures d'inventaire. Et comme elles ont la nature de dette potentielle de l'entreprise, d'accord, c'est normal qu'on retrouve ces dettes potentielles au passif. Je peux quand même vous donner un petit exemple, que vous compreniez bien. On imagine que le 31 décembre, que l'exercice se termine le 31 décembre. Imaginons qu'aujourd'hui, un bonheur, on a un contrôle fiscal. Donc ça veut dire que l'inspecteur ou contrôleur des impôts arrive dans l'entreprise en vous ayant prévenu à l'avance ou pas. Arrive et dit, voilà, je viens faire une vérification, etc., etc. Très bien. Imaginons, mais vous, ça ne vous arrivera pas, bien sûr, imaginons que nous ayons triché, mais vous, non, ça n'existe pas ça. Vous serez d'une honnêteté scrupuleuse, c'est bien connu, d'accord ? Imaginons, ou volontairement ou involontairement, on ait fait des erreurs. Très bien. Dans notre tenue de comptabilité et ou dans nos déclarations fiscales. Exemple, quelques factures qu'on a passées au noir, comme ça, on n'a pas fait attention, on a oublié, vous voyez ? D'accord. Vous imaginez qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que, ce qu'on appelle en fiscalité, on va être redressé. Redresser en fiscalité, on ne peut pas se lever, je vous rassure, ça veut dire avoir une amende. Le problème, c'est que au moment où on fait l'inventaire, exemple 31-12 de la même année, le, entre guillemets, jugement ou l'accord entre l'inspecteur des impôts et nous n'est pas encore forcément intervenu. Est-ce que vous me suivez ? Oui, parce que si la faute est importante, volontaire ou pas, ça peut aller jusqu'au tribunal administratif, on est bien d'accord. Or, vous connaissez les délais pour passer au tribunal, et en particulier au tribunal administratif, ça peut prendre des mois, est-ce que vous me suivez ? Donc, le 31 décembre, on sait qu'on va être redressé, mais on ne sait pas avec certitude, au centime près, à combien on va être condamné. Est-ce que vous me suivez ? Vous vous souvenez les principes fondamentaux dont je vous ai toujours parlé, principes de prudence, de sincérité, de vérité, de continuité d'exploitation, etc., etc. Là, principe de sincérité, de fidélité. Est-ce que vous comprenez bien que je suis sûr et certain, parce que le contrôleur me l'a énoncé, je vais vous aligner parce que vous avez fait telle chose ou pas fait telle chose et telle chose. Le problème, c'est que je ne sais pas exactement, ni probablement lui non plus, au moment où il me dit ça, à combien je vais être condamné. Est-ce que vous me suivez ? Eh bien, la loi m'oblige, au moment de l'inventaire, tant que le procès n'a pas eu lieu, d'accord, eh bien, de constater une provision pour risques et charges. Dans ce cas-là, ça serait une provision pour pénalité qui devrait arriver. Ça va, vous me suivez ? Vous comprenez dans quel esprit on constitue ces provisions ? Vous voyez, elles ont une dette, elles ont une nature de dette potentielle, mais pas certaine. Pourquoi je dis pas certaine ? Oui, attendez, on est quand même en France encore à peu près, et donc il y a des tribunaux. Donc si je vais au tribunal, je peux quand même gagner.
Oui, ce n'est pas parce que l'inspecteur des impôts vous dit « je vous redresse de 100 000 euros » que vous allez forcément payer 100 000 euros, avec certitude. Non, c'est le juge qui, lui, va dire, lors du procès, vous devez, je vous condamne à payer tant, plus de 100 000, moins de 100 000, ou pile poil 100 000, est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que c'est une dette potentielle. D'accord? Principe de prudence, on doit le constater. D'accord? Je vous donne encore un autre exemple que vous compreniez bien. C'est ce qu'on appelle la provision pour garantie donnée au client. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Eh oui. Vous en avez tous entendu parler à un moment donné, même si vous êtes encore très jeune pour la plupart d'entre vous, mais ça arrive malheureusement fréquemment. Vous avez entendu déjà, par exemple, du type tel constructeur automobile rappelle tant de voitures de tel modèle, de telle année, de telle série. Et en général, ça paraît dans la presse, à la télévision, enfin, etc., etc. Et en général, c'est, je ne sais pas, parce qu'il risque d'y avoir un problème de circuit de freinage défectueux ou les airbags, nanana. Est-ce que vous comprenez que si ça arrive, je reprends encore un exemple, ça se termine le 31 décembre, l'exercice, et ça arrive, on va faire exprès, le 1er décembre. Est-ce que vous comprenez que le constructeur n'a pas le temps matériel de faire toutes les réparations de toutes les voitures qui sont incriminées? Ça peut être des milliers, ça peut être des millions de voitures, est-ce que vous me suivez? Qui sont obligés de revenir chez le concessionnaire, vous me suivez? Le concessionnaire fait la réparation, vous me suivez toujours? Vous ne payez rien en tant que client, puisque ce n'est pas de votre faute. Il y a une malversation, il y a quelque chose. Et ensuite, le concessionnaire, en fait, si vous voulez, se retourne contre le constructeur qui lui paye les réparations, etc., etc. C'est comme ça que ça se passe. Ça y est, vous y êtes? Mais mettons-nous à la place maintenant du constructeur. Lui, il sait qu'il a construit, je dis n'importe quoi, 100 000 voitures de ce modèle-là. Et que ces 100 000 voitures de ce modèle-là doivent revenir au garage et qu'il doit changer, je dis n'importe quoi, 100 000, donc, airbags passagers. Mais au moment où il fait l'inventaire, un mois plus tard, est-ce que vous comprenez que probablement les 100 000 voitures à travers le monde ne sont pas toutes revenues chez le concessionnaire? Mais est-ce que vous comprenez que le coût de la réparation, c'est bien une dette potentielle et probable? Elle n'est pas arrivée encore puisque tout le monde n'a pas ramené la voiture. Mais ceux qui ne l'ont pas encore ramenée, exemple, il y en a 20 000 qui ne l'ont pas encore ramenée, eh bien, principe de fidélité, de prudence, de sincérité, etc., etc., le constructeur doit provisionner, d'accord, pour garantie donnée au client, le coût de la réparation, dans mon exemple, de 20 000 voitures, ce qui représente bien une dette probable, vous le comprenez ça, ou une perte probable pour le constructeur. D'accord ?